Dans un silence glacial, une photographie jaillit des ténèbres de 1913 a surgi, brisant des décennies d'oubli, et dévoilant une tragédie si profonde qu'elle a figé d'horreur les experts les plus aguerris. Ces trois jeunes filles, figées dans un instant de désespoir et de triomphe, portaient sur leur visage les stigmates d'une vie volée, marquée par l'abus, la misère et une fuite désespérée qui semblait impossible. Quand Dr Darla Mcfarran, une historienne photographique de Yale aux 20 ans de carrière, posa les yeux sur cette image sépia arrivée mystérieusement dans une enveloppe sans nom un matin d'octobre 2025, son cœur s'arrêta net. La brume enveloppait encore le campus de Yale, et alors qu'elle sirotait son café, un rituel quotidien devenu presque sacré, cette enveloppe anonyme vint tout bouleverser comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une simple photo jaunie par le temps, c'était un cri muet, une preuve accablante d'un scandale enfoui, prêt à éclater et à bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'histoire américaine. Likes, abonnez-vous et commentez Amen. Je vous bénis pour atteindre vos objectifs ce mois-ci. Ce jour-là, à 9 h du matin, alors que les rayons timides du soleil perçaient à peine les vitres de son bureau, Dr Mcfarran sentit une étrange intuition la traverser. L'enveloppe, glissée sous sa porte par une main inconnue, portait un mot griffonné à l'encre noire, trouvé dans le grenier de ma grand-mère. Peut-être intéressant pour vous. Jay Morrison. Ce nom fit écho dans sa mémoire. Morrison, une ancienne étudiante brillante de la promotion 2023, avait été sa préférée, une jeune femme curieuse et passionnée dont les questions incisives avaient marqué ses cours. Elle s'était perdue de vue depuis 2 ans, mais visiblement, Morrison n'avait jamais oublié sa professeure préférée. Avec une pointe d'excitation mêlée d'appréhension, Dr Mcfarran ouvrit l'enveloppe, révélant une photographie qui semblait respirer l'histoire. L'image montrait 3 adolescentes, âgées de 13 à 15 ans, debout à 2 ou 3 pieds l'une de l'autre, devant des maisons en bois usées par les intempéries, leurs façades craquelées témoignant d'un passé rude. Leurs vêtements en lambeaux, à peine dignes de ce nom, racontaient une misère insoutenable, des haillons qui pendaient sur leurs frêles silhouettes comme des drapeaux de souffrance. Pourtant, leurs expressions détonnaient dans ce décor de désolation, l'une esquissait un sourire timide, une lueur d'espoir dans les yeux, une autre affichait une tristesse profonde, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules, et la troisième, à droite, lançait un sourire malicieux, presque provocateur, défiant quiconque de juger son parcours. Mais ce qui frappa Dr Mcfarran, au point de saisir sa loupe avec des mains tremblantes, fut ce regard commun, un soulagement indicible, comme si elle venait d'échapper à un enfer inimaginable, un refuge trouvé après une tempête dévastatrice. Olivia. Appelait-elle d'une voix tremblante, brisant le silence de son bureau encombré de livres et de dossiers. Elle fit signe à sa fidèle assistante, Olivia Martinez, une experte des photographies américaines du début du XXe siècle dont l'intelligence et la minutie avaient fait d'elle une collaboratrice indispensable. La jeune femme s'approcha rapidement, ses pas résonnant sur le parquet usé, ses yeux plissés d'attention alors qu'elle se penchait sur l'épaule de Dr Mcfarran. « Regarde ça », murmura l'historienne, sa voix teintée d'une urgence qu'elle ne pouvait masquer. Olivia examina l'image, ses sourcils se fronçant tandis qu'elle analysait chaque détail avec la précision d'un chirurgien. Leurs vêtements crient la pauvreté extrême, observa-t-elle après un long moment, sa voix basse mais assurée. Mais leur posture, elle n'a rien de la honte ou de la résignation qu'on voit dans les photos de la Grande Dépression. Il y a une sorte de victoire dans leur attitude, une dignité qui défie leur apparence. Dr Mcfarran acquiesça lentement, fasciné par cette remarque perspicace. Exactement. Et ce n'est pas une photo de la dépression. En retournant l'image avec précaution, comme si elle craignait de la briser, elle découvrit un tampon jauni sur le verso, 1913. Pas de date précise, pas de lieu, juste cette année gravée comme une énigme, un fragment d'histoire attendant d'être déchiffré. Elle scruta à nouveau la photo, ses yeux s'arrêtant sur un coin où une marque de studio, à peine visible sous les taches du temps, semblait murmurer un secret, une piste à suivre dans ce labyrinthe de mystères. Les 2 femmes passèrent la matinée à décortiquer chaque détail, transformant le bureau en une salle d'investigation où le temps semblait suspendu. Les maisons en arrière-plan, avec leurs porches larges et leurs constructions rustiques, évoquaient les campagnes américaines des années 1900, peut-être dans l'Ouest sauvage, une région où la vie était rude et les secrets enfouis sous la poussière. Un sentier de terre serpentait devant, bordé de végétation rare, suggérant une petite ville oubliée, un endroit où l'histoire avait laissé ses marques invisibles. Il faut montrer ça à Professeur Foster, décida finalement Dr Mcfarran, sa voix trahissant une excitation croissante. James Foster, spécialiste des États-Unis de 1900 à 1920, était leur meilleur atout,
un homme dont la connaissance encyclopédique et l'intuition légendaire avaient résolu bien des énigmes historiques. 2 jours plus tard, la photo trônait sur son bureau encombré, entouré de livres anciens, de dossiers jaunis et de loupes de toute taille. Le vieil homme, barbe blanche impeccablement taillée, ajusta ses lunettes avec une intensité presque détectivesque, ses yeux scrutant l'image comme s'il cherchait à en extraire l'âme. « Fascinant », murmura-t-il après un long silence, sa voix grave résonnant dans la pièce. Leurs vêtements, leurs cadres, leurs expressions. Tout raconte une histoire, mais pas celle qu'on imagine au premier regard. Il leva les yeux vers Dr Mcépharan et Olivia, qui attendaient patiemment son verdict, suspendu à ses lèvres. « Je crois que ces filles venaient d'une école industrielle ou d'un institut de réforme, courant à cette époque, déclara-t-il, son ton mesuré mais chargé d'une gravité nouvelle. » Olivia s'avança, intriguée. « Vous parlez des lieux pour enfants dits difficiles, ceux où l'on envoyait les orphelins ou les rebelles. » Précisément, confirma Foster, un éclat sombre dans le regard. Mais ce qui est troublant, c'est qu'elles ne semblent pas y être encore. Regardez leur liberté, leur pose naturelle. Elles sont ailleurs. Peut-être échappées. Dr Mcépharan sentit son pouls accélérer, une vague d'adrénaline la traversant comme un éclair. « Vous pensez qu'elles ont fui ?» demanda-t-elle, presque incrédule. Foster hocha la tête lentement. Les années 1900 ont été marquées par des scandales effroyables, abus physiques, négligence criminelle, enfants envoyés là pour des peccadilles ou parce qu'orphelins, sans famille pour les protéger. Ces institutions étaient souvent des camps de travail déguisés en écoles, des prisons où la cruauté était la règle. Certains ont fui, certains ont été repris et punis avec une sévérité terrifiante, mais d'autres ont disparu dans l'ombre, laissant derrière eux des histoires qu'on n'a jamais racontées. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'enquêtes, une plongée dans les abysses de l'histoire américaine. Les chercheurs contactèrent des sociétés historiques du Midwest, des généalogistes passionnés par les récits oubliés, et firent appel à un expert en forensique numérique pour restaurer la marque du photographe, un indice fragile mais prometteur. Olivia, audacieuse et déterminée, posta la photo sur un forum Reddit, où une communauté d'historiens amateurs et de détectives du passé disséquèrent chaque pixel, chaque ombre, espérant percer le voile du mystère. Puis, un appel inattendu changea tout. Mattie Sullivan, 89 ans, ancienne bibliothécaire de Brownell, Kansas, reconnut l'image grâce à son petit-fils, un jeune homme curieux qui lui avait montré la publication en ligne. Sa voix tremblante, marquée par les années, résonna au téléphone comme un écho du passé. Ma grand-mère parlait souvent de 3 filles arrivées en 1913 ou 1914. Elles semblaient sorties d'un cauchemar, leurs vêtements en loques, leurs visages creusés par la faim, mais elles souriaient comme si elles avaient gagné une bataille contre la mort elle-même. Dr Mcépharan serra le combiné, ses doigts crispés sur l'appareil. « Des détails, Mrs Sullivan ? Parlez-moi d'elle. » « Oh oui, » répondit la vieille dame, sa mémoire s'animant comme un feu qui reprend vie. Elle disait avoir marché 80 km depuis l'école industrielle de Bertmore à Terracotta. Ce lieu était une honte, un enfer sur terre. Enfants exploités comme des esclaves, sous-alimentés, battus sans raison, forcés de travailler dans des conditions inhumaines. Ma grand-mère disait que les gens du coin parlaient de ce lieu avec dégoût, mais personne n'osait intervenir. Les pièces s'assemblaient dans l'esprit de Dr Mcépharan, chaque mot renforçant l'horreur de la situation. L'école, fermée en 1917 après une enquête d'État qui avait révélé des abus systématiques, avait vu des fugues désespérées, mais peu de succès. La plupart des enfants repris avaient subi des châtiments encore plus sévères, leurs cris étouffés par le silence des autorités corrompues. Ces 3-là étaient différentes, continua Mrs Sullivan, sa voix se brisant sous l'émotion. La ville les a adoptées, les a prises sous son aile comme des filles perdues retrouvées. Elles sont devenues une institutrice, une infirmière et une boulangère, des piliers de la communauté. Ma grand-mère a fait prendre la photo par M. Gilmore, le photographe local, pour immortaliser leur courage. Une coupure de journal, datée du 15 avril 1913, confirmait cette vérité bouleversante, 3 âmes braves sauvées de l'enfer de Terracotta. L'article, écrit par la grand-mère de Mrs Sullivan, une femme au cœur ardent, racontait comment Marie, 14 ans, envoyée pour avoir volé du pain pour sa mère malade, Ruth, 13 ans, punie pour avoir défié un professeur tyrannique, et Catherine, 15 ans, protectrice de son jeune frère battu sans pitié, avaient été accueillies avec des bras ouverts. Le texte décrivait avec une émotion palpable comment la petite ville de Brownell s'était rassemblée, comment des familles avaient offert des foyers, et comment la communauté avait délibérément choisi de ne pas signaler leur présence aux autorités, défiant les lois pour protéger ces âmes brisées.
L'article détaillait leur intégration, leur progrès à l'école, leurs succès adultes, une lueur d'espoir dans un monde autrement cruel. Mais l'histoire prit un tour encore plus sombre, un twist qui fit vaciller les certitudes des chercheurs. 3 semaines plus tard, un appel du département de police de Kansas City, unité des Cold Case, fit irruption dans leur enquête comme un coup de poignard. Détective Michael Torres, sa voix empreinte d'une urgence palpable, déclara « Dr MC Farran, nous avons enquêté ». 2 des filles, Ruth et Catherine, étaient les filles de Julian Whitmore, magnate bancaire du Nebraska, porté disparu le 12 avril 1913. Dr MC Farran sentit le sol trembler sous ses pieds, son esprit refusant d'accepter cette révélation. Mais, elle venait de Bertmore, protesta-t-elle, incrédule. Non, corrigea Torres avec une gravité froide. Elles ont fui leur propre maison. Il sortit un journal intime de Catherine, ses pages jaunies par le temps, où elle décrivait avec une douleur brute les violences de leur père, un homme riche mais monstrueux, l'indifférence de leur mère, une femme prisonnière de son silence complice, et leur plan désespéré avec Marie, une servante orpheline devenue leur alliée. Marie leur avait fourni des haillons pris dans les quartiers des domestiques, un déguisement ingénieux pour se fondre parmi les fugueuses d'institutions. Julian a étouffé l'affaire pour sauver sa réputation, expliqua Torres. Il est mort seul, sans héritier, son empire s'effondrant avec lui. La photo, désormais exposée au Brownell Historical Society aux côtés d'une plaque narrant leur épopée, raconte une histoire de courage face à l'horreur, un symbole de résilience qui défie les siècles. Dr MC Farran garde une copie dans son bureau, un rappel constant de l'étendue du courage humain, une lumière dans les ténèbres de l'histoire. Que ressentez-vous face à ces 3 héroïnes qui ont défié l'impossible? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos récits captivants, et rejoignez-nous pour la prochaine histoire qui vous fera frissonner. À bientôt sur cette chaîne YouTube dédiée aux mystères du passé.